Aujourd'hui, nous allons explorer une profession oubliée par le temps, mais qui a joué un rôle fondamental dans la survie des communautés côtières durant l'ère médiévale, les collecteurs d'algues marines. Ce documentaire révélera comment une ressource apparemment insignifiante a façonné des économies, nourri des populations et même contribué à des découvertes scientifiques qui ont changé le monde. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de récits documentaires comme celui-ci. Les vagues se brisent doucement contre les rochers recouverts de mousse vert foncé. Le vent porte avec lui l'arôme salé de l'océan, mélangé à l'odeur particulière de la matière organique en décomposition. C'est l'aube sur une côte européenne il y a plus de 1000 ans. Une silhouette solitaire émerge des ombres de l'aube, transportant des paniers d'osier et des outils rudimentaires. Cette personne n'est pas un pêcheur, bien qu'elle connaisse intimement les secrets de la mer. Ce n'est pas un agriculteur, même si son travail nourrit les plantations de toute la région. C'est le collecteur d'algues marines, un professionnel dont l'importance pour les communautés médiévales reste largement méconnue jusqu'à aujourd'hui. L'histoire de l'utilisation des algues marines par les êtres humains remonte à des temps inimaginablement anciens. Des preuves archéologiques découvertes à Monteverde, dans le sud du Chili, démontrent que des populations humaines récoltaient, préservaient et utilisaient déjà les algues marines comme nourriture et médecine il y a environ 20 000 ans. Ce fait devient encore plus impressionnant quand on considère que les peuples de la période pré-néolithique, il y a environ 11 500 ans, commençaient à peine à stocker des grains sur les rives du Jourdain, 1000 ans avant de domestiquer ces plantes. L'agriculture arable au Royaume-Uni, par exemple, n'a commencé qu'il y a 5000 ans, durant la période néolithique. Ainsi, la collecte d'algues marines peut être considérée comme l'une des plus anciennes activités économiques de l'humanité. En Europe, les premières preuves écrites sur l'utilisation des algues marines remontent aux Romains, que ce soit par les Romains eux-mêmes ou par les tribus celtes de Gaule, de Bretagne et des îles britanniques. Les anciens Grecs nourrissaient leur bétail avec des algues marines dès 100 av. Gitanse, reconnaissant instinctivement la valeur nutritionnelle de ces végétaux marins. Tant les Grecs que les Romains utilisaient certains types d'algues rouges pour traiter les infections par des vers parasites, faisant de cette ressource un outil inestimable pour des millions de personnes souffrant de ce type d'infirmité. Les algues étaient également employées comme mordants dans le processus de teinture des tissus, une substance qui aide le colorant à se fixer aux fibres pendant le processus de coloration. Mais c'est dans les îles reculées de l'archipel des Orcades, sur la côte nord de l'Écosse, que nous trouvons certaines des preuves les plus fascinantes de l'utilisation ancestrale des algues marines. Skara Brae est un établissement néolithique construit en pierre situé dans la baie de Scale, sur la côte ouest de Mainland, la plus grande île de l'archipel. Composé de 8 maisons groupées, il a été occupé approximativement entre 3180 AVJ BC et 2500 AVJ BC. Plus ancien que Stonehenge et les grandes pyramides d'Égypte, ce site archéologique est considéré comme le village néolithique le plus complet d'Europe, ayant reçu le statut de patrimoine mondial de l'UNESCO dans le cadre du cœur néolithique des Orcades. Les archéologues qui ont étudié Skara Brae pendant des décennies ont été confrontés à un mystère intrigant. Que brûlaient les habitants dans leur foyer? L'archéologue Gordon Childe croyait initialement que le combustible était de la tourbe, mais des analyses détaillées, des modèles de végétation suggéraient que les conditions climatiques propices au développement d'épaisses couches de tourbe n'existaient pas dans cette partie des Orcades avant que Skara Brae ne soit abandonnée. D'autres combustibles possibles incluaient le bois de flottaison et le fumier animal. Cependant, il existe des preuves significatives que les algues marines séchées ont été largement utilisées comme source d'énergie. Dans divers sites des Orcades, des chercheurs ont trouvé un matériau vitreux semblable à de la scorie, appelé kelp ou crump, qui pourrait être le résidu d'algues marines brûlées. La vie à Skara Brae, il y a 5000 ans, était marquée par l'adaptation créative aux ressources disponibles. Les Orcades étaient quelques degrés plus chaudes à cette époque, et des cerfs et des sangliers sauvages parcouraient les collines. Des fruits sauvages et des herbes poussaient en abondance, et les habitants de Skara Brae se nourrissaient d'oiseaux marins et de leurs œufs. Il y avait des lacs à proximité qui fournissaient de l'eau douce. Mais dans une terre où les arbres étaient rares,
Les algues marines représentaient une ressource vitale, non seulement comme combustible, mais aussi comme fourrage pour les animaux. Des études récentes, utilisant l'analyse d'isotopes stables sur des restes fauniques de scarabées, ont démontré que les moutons consommaient des quantités modérées d'algues marines, dès le moment de leur introduction dans les orcades, une pratique qui a facilité la diffusion réussie des modes de vie agricoles jusqu'aux zones les plus reculées de l'Europe. En avançant de milliers d'années dans le temps, nous arrivons à la période médiévale proprement dite, quand la figure du collecteur d'algues marines émerge comme une profession définie et reconnue dans les communautés côtières. Durant le Moyen-Âge, le collecteur d'algues était un travailleur essentiel dans de nombreuses régions littorales, particulièrement dans celles présentant une pénurie notable de terres arables utilisables pour l'agriculture. Dans ces zones, les algues et le poisson pouvaient constituer la majeure partie du régime alimentaire de la population, et les algues pouvaient également être utilisées comme fertilisants pour les terres agricoles disponibles. En Irlande, la collecte d'algues marines était pratiquée en abondance dès le XIIIe siècle, dans le but d'améliorer la production alimentaire et dans les récoltes à croître plus rapidement. Même aujourd'hui, il existe une grande industrie de fertilisants à base d'algues marines en Irlande et en Écosse qui aident les agriculteurs à tirer le maximum de leurs terres. Les agriculteurs médiévaux savaient que le sol ne rendait que ce qu'on y mettait. En plus de la marne, un mélange d'argile et de carbonate de calcium, les algues marines étaient utilisées comme de précieux fertilisants. Les agriculteurs savaient également que le meilleur fertilisant était le fumier animal. Cependant, les petits agriculteurs ne pouvaient pas assumer le coût de nourrir un grand nombre d'animaux, et l'engrais était souvent rare. Les collecteurs d'algues médiévaux ont développé des techniques sophistiquées pour leur activité. Traditionnellement, ils récoltaient simplement les algues le long de la côte, collectant les espèces qui poussaient dans la zone des marées. Ce travail était réalisé principalement pendant les marées basses, lorsque de vastes étendues de rochers et de plages étaient exposées, révélant des tapis d'algues de diverses couleurs et textures. Les collecteurs devaient connaître intimement les cycles des marées, les saisons de l'année et les meilleurs endroits pour trouver chaque type d'algues. Certaines espèces étaient plus adaptées à l'alimentation, d'autres à la fertilisation et d'autres encore à des usages médicinaux ou industriels. Une découverte archéologique extraordinaire dans la baie sud de Galway a révélé l'étendue et la sophistication de l'industrie des algues marines dans l'Irlande médiévale. L'archéologue Michael Gibbons et son équipe ont découvert un complexe de marais qui comprend des monticules, des caires, des quais et une ferme d'algues marines de la fin du Moyen Âge. Le réseau s'étendant sur environ 30 km de côte suggère une économie côtière prospère s'étendant sur environ 7000 ans dans la région. La ferme d'algues à Oginish Island, en dessous du Buren, à la frontière entre Galway et Clare, est la plus grande et la mieux préservée de son genre sur toute la côte irlandaise. Ce qui rend cette découverte particulièrement remarquable, ce sont les longs bancs parallèles de pierre placés sur la plage pour encourager la croissance des plantes. Chaque banc parallèle était séparé par des sentiers pour les charrettes, la récolte d'algues cultivées poussant dans des plates-bandes entre ces sentiers. Cette configuration indique que l'Irlande a pu être aussi avancée dans la culture des algues marines que des pays asiatiques comme le Japon et la Chine le sont actuellement. La récolte cultivée était moins contestée au sein de la communauté que les algues soufflées par le vent le long de la plage, connues sous le nom de bualadistéache. Des complexes similaires ont été trouvés dans d'autres endroits en Irlande, y compris Achille Sound dans le comté de Mayo et Mill Bay dans le comté de Down, bien qu'aucun ne soit aussi bien préservé que celui d'Oginish. En traversant la mer du Nord, nous arrivons à l'une des histoires les plus extraordinaires liées à l'utilisation des algues marines, l'île de Læsø, au Danemark. Située dans la partie nord du Kattegat, le détroit qui sépare la mer du Nord de la mer Baltique entre le Danemark et la Suède, cette petite île a développé une tradition architecturale unique qui survit encore aujourd'hui. Durant le Moyen-Âge, Læsø est devenu célèbre pour son industrie du sel. L'île était pratiquement imprégnée de sel. L'eau souterraine contenait plus de 15% de sel, et pendant les étés chauds et secs, le sel cristallisait naturellement dans de grandes prairies salines. Des centaines de fours à sel ont été construits sur l'île pour raffiner le produit. Cette industrie prospère
avait cependant un coût terrible pour l'environnement local. Les fours nécessitaient un combustible constant qui était fourni par les forêts limitées de l'île. Un jour arriva où les habitants avaient coupé le dernier arbre. L'industrie du sel finit par décliner et abandonna l'île, laissant derrière elle une population sans bois de construction ni combustible. C'est alors que les habitants de Leseux firent de preuve d'une créativité remarquable. Ils commencèrent à utiliser le bois de naufrage qui s'échouait fréquemment sur les récifs et les hauts fonds autour de l'île pour construire leurs maisons. Et pour couvrir ces structures, ils se tournèrent vers la ressource la plus abondante qu'ils avaient à leur disposition, les algues marines. L'espèce utilisée était connue sous le nom d'ale grass ou zoster, une plante marine qui poussait en abondance dans les eaux peu profondes autour de l'île. Les femmes de Leseux, souvent seules alors que la plupart des hommes travaillaient en mer, développèrent la technique de couverture avec des algues et en groupe de 40 à 50 personnes construisaient les toits qui pouvaient durer 300 ans ou plus. Le processus consistait à sécher les algues, à les enrouler en gros ballots appelés vasqueurs, puis à les entrelacer à travers les chevrons pour former des toits pouvant atteindre 2 mètres d'épaisseur, pesant entre 35 et 40 tonnes. La raison pour laquelle ces toits extraordinaires duraient si longtemps réside dans une propriété chimique cruciale. Tant le bois de flottaison que les algues marines étaient saturés d'eau salée. La haute teneur en sel rendait les deux matériaux plus résistants à la pourriture et aux intempéries. À mesure que le toit vieillissait, il se solidifiait en une masse unique qui était non seulement imperméable, mais aussi résistante au feu, et sur laquelle on pouvait marcher sans causer de dommages. Pendant des siècles, les habitants de l'île se tenaient régulièrement au sommet de leur maison avec un télescope, observant à travers l'île plate et sans arbres les navires pris dans les tempêtes. Les naufrages étaient la seule source de bois à Leseux. À l'apogée de cette tradition, au cours du XVIIIe siècle, il y avait environ 250 maisons et fermes avec des toits d'algues marines sur l'île. Aujourd'hui, il en reste moins de 20. Dans les années 1920, une maladie fongique a décimé une grande partie de la zoster autour de l'île, provoquant un déclin de ce type de couverture. Mais les efforts de préservation modernes ont travaillé pour maintenir vivante cette tradition unique. Un projet de conservation soutenu par des fondations danoises a alloué des millions de couronnes à la restauration extensive des maisons les plus dignes de préservation, qui recevront de nouveaux toits d'algues marines. Les touristes peuvent désormais visiter l'île et observer cet artisanat très spécial être pratiqué. En revenant sur le continent européen et en avançant vers la fin du Moyen-Âge et le début de l'ère moderne, nous trouvons de nouveaux usages pour les algues marines qui allaient transformer non seulement l'économie, mais aussi la science elle-même. Durant les époques modernes, des substances comme la soude brute, utilisée dans les industries du verre et du savon, pouvaient être extraites des algues marines. Cet usage a atteint son apogée pendant la guerre d'indépendance américaine, mais a décliné par la suite lorsque des sources plus efficaces de soude sont devenues disponibles. Cependant, pendant les guerres napoléoniennes, une nouvelle découverte a de nouveau stimulé le commerce des algues marines. On a découvert que les algues étaient une bonne source de potassium, qui pouvait ensuite être utilisé pour créer du salpêtre, lequel est à son tour utilisé pour créer de la poudre à canon. La production de salpêtre, ou nitrate de potassium, était essentielle pour l'effort de guerre français. Traditionnellement, le salpêtre était produit en utilisant des cendres de bois, mais la France, tout comme l'Angleterre, commençait à manquer de bois, et d'autres sources étaient désespérément nécessaires. Ainsi, les fabricants se tournèrent vers les cendres d'algues marines, trouvées en abondance le long des côtes de Normandie et de Bretagne. C'est dans l'une de ces usines productrices de salpêtre, en France, en 1811, qu'eut lieu l'une des découvertes scientifiques les plus importantes du XIXe siècle. Bernard Courtois, né à Dijon le 8 février 1777, était le fils d'un fabricant de salpêtre. Courtois a servi comme pharmacien dans l'armée française avant de rejoindre l'entreprise de salpêtre de son père. Le blocus naval britannique contre l'Europe continentale, occupé par les Français, avait créé une pénurie sévère de matières premières pour la poudre à canon, et les chimistes français cherchaient des sources innovantes de nitrate. Un jour fatidique, à la fin de 1811,
Courtois enquêtait sur la corrosion dans ses vases de cuivre lorsqu'il ajouta de l'acide sulfurique en excès aux cendres d'algues marines. À son grand étonnement, de charmants nuages de vapeur violette s'élevèrent et une odeur irritante semblable à celle du chlore imprégna la pièce. Lorsque les vapeurs se condensèrent sur des objets froids, aucun liquide ne se forma. À la place, une quantité de cristaux sombres avec un éclat étonnamment semblable à celui d'un métal apparut. Courtois avait découvert un élément complètement nouveau, l'iode. Courtois nota que la nouvelle substance ne formait pas facilement de composés avec l'oxygène ou le carbone, qu'elle ne se décomposait pas sous une chaleur rouge et qu'elle se combinait avec l'hydrogène et le phosphore. Il observa qu'elle se combinait directement avec certains métaux sans effervescence et qu'elle formait un composé explosif avec l'ammoniac. Bien que ses propriétés marquantes l'aient amené à suspecter la présence d'un nouvel élément, il manquait de confiance en lui pour entreprendre une investigation complète dans son laboratoire mal équipé et était trop pauvre pour prendre du temps sur ses affaires. Par conséquent, il demanda à deux amis de Dijon, Charles Bernard Desormes et Nicolas Clément, de poursuivre ses recherches. La découverte fut annoncée au monde scientifique en novembre 1813, 2 ans plus tard. Le chimiste français Joseph-Louis Gay-Lussac étudia la substance et la nomma iode, dérivé du mot grec ioéides, qui signifie « de couleur violette ». Le célèbre chimiste britannique Humphrey Davy, malgré les guerres napoléoniennes en cours entre la Grande-Bretagne et la France, reçut des passeports du gouvernement français en reconnaissance de sa renommée et étudia également l'élément. Tant Davy que Gay-Lussac conclurent indépendamment qu'il s'agissait d'un élément analogue au chlore, et tous deux reconnurent Bernard Courtois comme le véritable découvreur de l'iode. Les applications de l'iode se multiplièrent rapidement. Seulement 7 ans après l'annonce de Courtois, un médecin en Suisse, Jean-François Coindet, découvrit que des doses d'iode pouvaient réduire les goitres, indiquant que le goitre est une maladie par carence en iode, ce qui est effectivement le cas. Rarement, du moins avant le XXe siècle, une découverte chimique a eu un impact aussi immédiat sur la pratique médicale. En 1831, Courtois reçut 6 000 francs dans le cadre d'un prix de l'Académie royale des sciences de France pour la valeur médicinale de l'élément. Malheureusement, il lutta financièrement pour le reste de sa vie et mourut le 27 septembre 1838 à 71 ans, laissant sa veuve et son fils sans fortune. Ironiquement, dans sa quête d'une meilleure façon de fabriquer de la poudre à canon, il était tombé par hasard sur une meilleure façon de sauver des vies. En tournant notre attention vers les preuves scientifiques les plus récentes sur la consommation d'algues marines dans l'Antiquité, des chercheurs des universités de Glasgow et d'York ont publié une étude révolutionnaire. Ils ont trouvé des preuves définitives que les algues marines et les plantes aquatiques d'eau douce ont été consommées en Europe depuis le Mésolithique jusqu'au Haut Moyen Âge. Cela suggère que ces ressources, rarement consommées en Europe aujourd'hui, ne sont devenues marginales que beaucoup plus récemment qu'on ne le pensait. Les chercheurs ont examiné des biomarqueurs extraits du tartre dentaire de 74 individus provenant de 28 sites archéologiques à travers l'Europe. Les échantillons ont révélé des preuves directes de la consommation d'algues rouges, vertes ou brunes, ou de plantes aquatiques d'eau douce. Un échantillon des Orcades contenait également des preuves d'un brassica, probablement du chou marin. L'un des sites étudiés était la Corona, en Espagne, située à plus de 80 km de la côte. Bien qu'il y a 8000 ans, ce site ait probablement été plus proche de la mer, cela aurait tout de même représenté une distance considérable, suggérant que les algues marines étaient une source alimentaire importante pour les personnes qui y vivaient. Mais même après l'arrivée de l'agriculture en Europe, les algues semblent avoir maintenu leur importance comme source de nourriture. Le tartre dentaire des Orcades suggère que les gens consommaient encore des algues et d'autres plantes aquatiques, avec de la viande et des produits laitiers, il y a environ 4800 ans. Le fait que la consommation d'algues ait continué au Néolithique, alors qu'on pensait qu'elle avait été abandonnée, suggère fortement que leurs bénéfices nutritionnels étaient suffisamment bien compris pour que les populations maintiennent leurs liens alimentaires avec la mer. Cependant, il y a environ 2000 ans, les traces de consommation d'algues semblent avoir largement disparu, la plupart des Européens se tournant vers d'autres plantes.
Les algues marines ont pu aider à nourrir les premiers Européens pendant que l'agriculture s'établissait. Des traces chimiques trouvées dans les restes d'anciens Européens suggèrent que les algues fournissaient autrefois bon nombre des nutriments et des protéines dont ils avaient besoin pour survivre. Les registres historiques complètent les preuves archéologiques. Un texte attribué à Sainte Columba, qui a vécu entre 521 et 597 après JBC, rapporte la collecte de dulse, une algue rouge, en Écosse. Des récits historiques documentent des lois liées à la collecte d'algues en Islande, en Bretagne et en Irlande, datant du Xe siècle après JC. Au Royaume-Uni, la collecte d'algues est devenue populaire vers 1200 après JC, et les légumes marins étaient récoltés principalement en Écosse et en Irlande. La palmaria, un type d'algue rouge activement récolté par les Irlandais, recevait plusieurs noms locaux, d'huileasque, dilisque, créatnach et dulce. La profession du collecteur d'algues marines médiévale était bien plus complexe et importante qu'une simple description ne pourrait le suggérer. Ces travailleurs étaient les gardiens d'un savoir ancestral qui connectait leur communauté aux ressources de la mer. Ils savaient quelles espèces récolter à chaque saison, comment sécher et préserver les algues, et quels usages chaque type d'algue pouvait avoir. Certains se spécialisaient dans les algues pour l'alimentation humaine. D'autres se concentraient sur les algues pour le fourrage animal. Beaucoup récoltaient des algues destinées à enrichir le sol agricole. Le travail était ardu et dangereux. Les collecteurs devaient travailler dans des conditions climatiques adverses, souvent exposés à des vents glacials et à des vagues traîtresses. Ils devaient connaître intimement les modèles des marées pour ne pas être surpris par la montée des eaux. Et ils devaient transporter de lourds fardeaux d'algues mouillées sur de longues distances. Les femmes jouaient souvent des rôles fondamentaux dans cette activité. Comme nous l'avons vu dans l'exemple de l'Esseux, où les hommes étaient souvent en mer, ce sont les femmes qui ont développé et perfectionné les techniques de traitement des algues. Le terme Waskerpiger, qui signifie littéralement « fille laveuse », date des XVIIe et XVIIIe siècles. Ce savoir était transmis de génération en génération. L'importance économique des algues marines au Moyen Âge est souvent sous-estimée. Dans les communautés côtières aux terres agricoles limitées, les algues représentaient non seulement une source de nourriture, mais une véritable monnaie d'échange. Les droits de collecte dans certaines zones côtières étaient soigneusement réglementés. Certaines familles détenaient des droits héréditaires sur certaines zones de collecte, transmis au fil des générations. Ces droits étaient si précieux qu'ils apparaissaient parfois dans des documents juridiques. La transition vers l'ère moderne a apporté de nouvelles opportunités et de nouveaux défis pour les collecteurs d'algues marines. La demande de potassium pendant les guerres napoléoniennes a créé un boom temporaire dans l'industrie, mais lorsque des sources alternatives ont été découvertes, de nombreuses communautés qui dépendèrent de la collecte ont vu leur subsistance menacée. La découverte de l'iode a ouvert de nouveaux marchés, mais a aussi conduit à l'industrialisation de la collecte, avec de grandes opérations commerciales remplaçant les collecteurs individuels. Cependant, l'héritage des collecteurs d'algues marines médiévaux reste vivant de manière surprenante. En Irlande et en Pinson-Tess, Écosse, l'industrie des fertilisants à base d'algues continue de prospérer. À Galway, les anciennes fermes d'algues marines témoignent d'une sophistication technique qui rivalisait avec les pratiques asiatiques. Au Danemark, les maisons aux toits d'algues marines de Læsø sont devenues des symboles du patrimoine culturel et des exemples de construction durable. Des projets de restauration travaillent à préserver ces structures uniques, tandis que des architectes contemporains explorent des façons d'incorporer des matériaux à base d'algues dans les constructions modernes. L'iode, découvert par accident dans une usine de salpêtre française, est devenu un élément indispensable de la médecine moderne. On le trouve dans l'écran de votre téléphone portable et sur le moniteur de votre ordinateur. La carence en iode affecte environ 2 milliards de personnes et est la principale cause évitable de déficience intellectuelle. L'histoire du collecteur d'algues médiéval est, en fin de compte, une histoire d'adaptation humaine et de résilience. C'est l'histoire de communautés qui ont appris à prospérer dans des environnements difficiles, en tirant parti de ressources que d'autres peuples ignoraient. C'est l'histoire d'un savoir transmis à travers les générations, de techniques perfectionnées au cours des siècles, de traditions qui connectaient les gens à la terre et à la mer.
Lorsque nous marchons aujourd'hui sur une plage et voyons des algues marines empilées par la marée, nous pensons rarement au rôle fondamental que ce matériau a joué dans l'histoire humaine. Nous ne pensons pas aux collecteurs médiévaux qui se réveillaient avant l'aube pour récolter des algues sur les rochers glissants. Nous ne pensons pas aux femmes de Léseux tordant des ballots de Zostère pour créer des toits qui dureraient 300 ans. Nous ne pensons pas à Bernard Courtois, observant avec émerveillement les vapeurs violettes s'élever de ces cuves de cendres. Mais peut-être devrions-nous, car l'histoire des algues marines est l'histoire de notre propre relation avec le monde naturel. Les vestiges archéologiques de Skara Brae, les fermes d'algues médiévales de Galway et les maisons aux toits d'algues de Lesseux nous rappellent que les solutions aux défis contemporains peuvent souvent être trouvées dans le savoir de nos ancêtres. Les collecteurs d'algues marines médiévaux n'avaient pas accès à la technologie moderne, mais ils possédaient quelque chose d'également précieux, une compréhension profonde de leur environnement et une capacité à travailler avec la nature plutôt que contre elle. Les vagues continuent de se briser contre les côtes de l'Europe, tout comme elles le faisaient il y a 1000 ans. Les algues marines continuent de pousser sur les rochers et de flotter dans les eaux peu profondes. Et bien que les collecteurs d'algues médiévaux aient disparu depuis longtemps, leur héritage reste vivant dans la terre qu'ils ont fertilisée, dans les maisons qu'ils ont couvertes et dans les découvertes scientifiques qu'ils ont rendues possibles. Si ce voyage à travers le temps a éveillé votre curiosité, nous vous invitons à faire partie de notre communauté d'explorateurs historiques. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre les futures expéditions vers d'autres métiers médiévaux et époques fascinantes de l'histoire humaine. Laissez votre commentaire en partageant ce qui vous a le plus surpris dans ce documentaire. Les maisons d'algues qui durent 300 ans, la découverte accidentelle de l'iode ou les fermes d'algues irlandaises qui rivalisaient avec les techniques asiatiques. Votre participation enrichit notre communauté. Aimez cette vidéo si vous avez apprécié ce voyage dans le passé, car chaque j'aime nous permet de continuer ce travail de sauvetage de la mémoire historique. Ensemble, nous pouvons garantir que des professions comme celle des collecteurs d'algues marines ne soient pas oubliées. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage et à bientôt pour le prochain documentaire. Ici tout para Maxis Mosiris.